السلام عليكم. هذه الحلقة الثانية من من هذاك الفيديو اللي دوزت لكم على برنار لوغان اللي تكلم على التاريخ ديال المغرب وهذه. المهم الجزء الثاني هو هذا، خليكم تسمعوه. Alors justement, vous avez évoqué la question de l'Allemagne justement et des relations franco-allemandes après 3 guerres successives, 70, Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale, le fait que on ait réussi, on va dire, à se réconcilier, à faire l'Europe, alors que l'Algérie, après plus de 60 ans d'indépendance, ce qui est assez terrible, c'est qu'il semble qu'en dehors de quelques groupes concernés, on va dire les franco-algériens, qui sont quand même plusieurs millions, les harkis ou les pieds noirs, l'Algérie en fait n'existe pas pour les Français qui je pense, connaissent mieux le Maroc ou la Tunisie. Pourquoi ces deux pays dont l'histoire est quand même intimement liée, continuent, après 60 ans d'indépendance de l'Algérie, à se tourner le dos? Oui, mais là, c'est la faute des dirigeants algériens. Parce que la France a tout fait pour que la relation soit pacifiée. La France a tout fait, tous les accords ont été faits. Il y a même eu les accords de 68 de circulation des personnes. La France a tout cédé à l'Algérie. À aucun moment, la France n'a fait preuve de virilité vis-à-vis des récriminations, des exigences et des dictats algériens. Ce qui fait que les Algériens s'imaginent qu'ils ont affaire à un ectoplasme mou, ce qui est vrai d'ailleurs. Alors, allons au-delà. Pourquoi? Pourquoi ces réactions incapacitantes et pourquoi je vais l'appeler d'ethnomasochisme de la classe politique française? À mon avis, pour 2 raisons. Tout simplement parce que la gauche française a toujours été amoureuse de l'Algérie. La gauche française s'est identifiée à l'Algérie. Et la gauche française, qui tient les médias, vous connaissez bien la question, qui tient les médias, qui tient l'université, qui tient tous les corps intermédiaires, qui tient la doxa, qui règne en maîtresse sur tout ce qui est domaine de la pensée des arts et de la culture en France, est pro-algérienne. Et pour elle, ces groupes de pression sont tels qu'aucun gouvernement français, même les gouvernements dits de droite, n'ont accepté d'aller contre ces oukases. Donc il y a cela. C'est, si vous voulez, le privilège de la gauche française qui tient absolument tout en France. Et c'est pour cela. Quand vous pensez qu'aujourd'hui, dans le gouvernement actuel, vous avez un ministre comme le ministre Retailleau, qui a une position virile et une position tout à fait digne et tout à fait compréhensible sur le sujet. Mais dans le même gouvernement, vous avez une ministre des Sports qui est pour le port du voile dans les compétitions féminines, et vous avez un ministre des Affaires étrangères qui est prêt à une fois de plus aller à Canossa vis-à-vis de l'Algérie. Donc il y a on est prêt à envoyer des troupes combattre Poutine en Ukraine. Oui, en plus. Bon, donc, si vous voulez... En nous expliquant que c'est un conflit existentiel en Ukraine, mais pas en Algérie. Enfin. Voilà. Donc, là, la question est bien résumée, bien posée. Donc, il y a, si vous voulez, comment dirais-je, ce problème, qui est un problème existentiel en France. Et ce problème fait que la France est elle-même paralysée par les 5e colonnes, volontaires ou involontaires, les héritiers des porteurs de valises. Nous sommes exactement dans cela, comme pendant la guerre d'Algérie, quand vous aviez des Français de gauche qui aidaient le FLN, qui assassinaient les civils français ou les militaires français. Vous aviez dans les usines d'armement françaises les militants communistes qui enlevaient la poudre des munitions. Vous aviez des militants communistes qui mettaient des tracts dans les grenades. Et quand les soldats français se dégageaient à la grenade, eh bien, au lieu d'exploser, ces grenades distribuaient des tracts. Donc, nous sommes dans la tradition de la trahison, de l'ethnomasochisme de la gauche, d'une certaine gauche. Je ne dirais pas de la gauche de Guy Mollet et de la gauche de Lacoste, de Brogès-Monoury, qui était une gauche patriote. C'est elle qui a envoyé le contingent en Algérie. Oui, et c'est d'ailleurs intéressant de voir que François Mitterrand, Guy Mollet et d'autres sont à l'origine de la répression en Algérie d'une certaine façon. Donc c'est pas. Et même Mendès France. Les premiers discours de Mendès France au moment de l'éclatement de la guerre d'Algérie en 54 sont terribles. Dans mon livre, je cite des passages de Mendès France, des passages des divers dirigeants socialistes. Et je dirais même des communistes. En 45,
Songez donc qu'en 1945, quand il y a eu les affaires de Sétif, l'humanité traitait les Algériens qui manifestaient à Sétif de tueurs à gages hitlériens. Hitlériens. Vous vous rendez compte? L'humanité traitait donc les insurgés de Sétif d'hitlériens. Et aujourd'hui, nous avons l'humanité qui accuse la France d'avoir fait la répression de Sétif. Donc nous vivons dans un monde sans mémoire. Une société française qui a deux caractéristiques, elle n'a plus de mémoire et elle est soumise aux privilèges rouges. Alors vous avez évoqué tout à l'heure brièvement les accords de 68. Je dirais, si vous étiez aux affaires ou si vous conseillez, imaginons qu'Emmanuel Macron décroche son téléphone et vous appelle demain, vous lui dites de quoi faire? Vous lui dites d'instaurer un vrai rapport de force immédiatement avec les autorités algériennes, notamment en revenant sur la question des accords de 68? Chirac disait: il y a une chose qui est impossible à faire, c'est de greffer les couilles. Par manque de donneur. Par manque de donneur, dit-il. Simplement, j'ai pris cette phrase qui est la phrase de Chirac, mais ce qu'il manque, c'est un peu de virilité, n'est-ce pas? Un peu de virilité. Alors pourquoi le président Macron manque-t-il de virilité vis-à-vis de l'Algérie, alors que son ministre en a? Je ne sais pas. Peut-être veut-il ménager la chèvre et le chou. Peut-être s'est-il tellement engagé auprès de l'Algérie avant sa candidature, quand il a parlé de la colonisation comme d'un crime contre l'humanité, qu'il peut difficilement faire machine arrière. On va voir on va voir ce qui va se passer avec le genre d'ultimatum qui a été donné par le Premier ministre Bayrou et par la menace de démission du ministre Retailleau. On va voir quelle va être l'attitude de la présidence. Mais visiblement, vous n'avez pas beaucoup d'espoir, on dirait. On ne peut pas, le pire n'est pas toujours possible, mais les leçons du passé font que j'ai quand même pas mal d'inquiétudes. J'ai pas mal d'inquiétudes parce qu'avec l'Algérie, il n'y a qu'une seule solution. Une seule solution, c'est très simple. Renverser la table. Renverser la table et parler franchement, virilement. Écoutez, voilà, vous êtes indépendants depuis 1962. Reconnaissez honnêtement que depuis 62, nous avons cédé à tous vos caprices. Nous avons cédé à toutes vos demandes. À aucun moment, nous n'avons entamé une politique de rétorsion. Alors maintenant, ça suffit. La politique va changer. Alors il y a deux solutions. Soit nous rompons, et si nous rompons avec vous, cela ne nous coûtera rien, car l'Algérie ne compte pas pour l'économie française. Le gaz algérien ne compte pour rien. 8% de la consommation française. Le pétrole, 8%. On peut l'acheter ailleurs, moins cher, sans aucun problème et sans avoir de soucis avec votre classe politique. Alors donc, on met les cartes sur table. Ou bien nous rompons, au revoir, on se quitte, ou bien nous définissons un nouveau type de rapport. Et dans ce nouveau type de rapport, nous mettons les cartes sur la table, on règle les comptes une bonne fois pour toutes, et si on les règle, après on efface et on avance vers l'avenir. Mais si vous voulez continuer à avancer en gardant le rétroviseur et en ayant le pied sur le frein, faites-le tout seul. Nous avons des partenaires qui sont adultes, comme le Maroc, et nous préférons travailler avec des adultes plutôt qu'avec des enfants capricieux. Le fait que l'Algérie aujourd'hui soit quand même très massivement, c'est pas nouveau, mais ça a une autre connotation aujourd'hui maintenant que la Russie a repris, on va dire, un leadership, en tout cas mondial, qu'elle avait perdu dans les années 90. Est-ce que ça ne rend pas plus difficile la relation franco-algérienne, le fait pour les Algériens de savoir qu'ils ont cet accord, enfin on va dire militaire, cette coopération avec la Russie, et également l'Italie qui a joué un rôle économique et qui a aujourd'hui des relations, on dirait, plus sereines que nous avec cette même Algérie. Intéressant, là vous posez une bonne question et je vais rebondir sur le Sahel, parce qu'il faut voir l'ensemble. Hein. Tout à fait. Donc l'Algérie, effectivement, a 100% de son armement qui vient de Russie. Mais l'Algérie se trouve en compétition géostratégique avec la Russie. Pourquoi? Parce que la Russie s'est engagée dans le Sahel auprès des gouvernements centraux, notamment au Mali, c'est-à-dire auprès des sudistes, qui luttent contre les nordistes, notamment contre les Touaregs. Or, les Touaregs sont dans la main des Algériens. Pour une raison très simple, c'est que la moitié du peuplement Touareg est en Algérie. Et les services algériens ont toujours piloté la question Touareg. Par exemple, le grand chef Touareg avec lequel il eût fallu régler le problème, je le dis moi, depuis le début de l'opération, depuis le début de Serval, il fallait régler la question avec Yagali. On en avait discuté déjà.
tout n'aurait pas dégénéré. Il y a Ghali et de notoriété publique dans la main de l'Algérie. Sa famille vit à Ouargla, lui-même a sa base arrière en Algérie, etc. Or, les Russes soutiennent ceux qui ont décidé de régler une fois pour toutes la question des Touaregs. Alors, comment l'équilibre va-t-il se faire? Là, il y a une contradiction qui est très nette entre les intérêts stratégiques. Deuxième point. La Russie soutient à fond le général Haftar. Pourquoi? La Russie a perdu ses bases en Syrie et il n'y a que 3 ports en eau profonde en Méditerranée. Elle n'a pas encore totalement perdu ses bases. Hein. Elles sont... Oui, Donc elle a perdu le régime qui encadrait ses bases. Oui. Elle n'a plus la liberté d'action dans ses bases. Or, il y a 3 ports possibles en Méditerranée en eau profonde. C'est Tartous, c'est la Cyrénaïque ou c'est Mers-el-Kébir. Et la Russie, si la Russie n'a plus de sécurité sur ses bases de Syrie, la Russie n'a plus le point d'appui qui lui permet d'être en mer Rouge. Attention, parce qu'il faut voir que la Russie est en train de négocier avec le Soudan une base en mer Rouge pour s'ouvrir. Donc c'est toujours l'histoire, la poussée vers les mers du Sud. Donc la Russie soutient Haftar à fond. On a les preuves d'un transfert énorme de matériel par des ponts aériens et ponts maritimes depuis la Syrie jusque dans les bases russes de Cyrénaïque, sous le contrôle d'Haftar. Or, Haftar est détesté par les Algériens. Les Algériens sont du côté de Tripoli, d'ailleurs avec les Turcs qui jouent un rôle intéressant dans l'affaire. Donc, sur ces 2 points-là, donc les 2 voisins immédiats, parmi les plus importants, l'Algérie a 3 voisins importants. Elle a le Maroc, elle est en état de quasi-guerre avec le Maroc, de par sa faute, et les 2 autres pays sont 2 pays qui sont en guerre, c'est la Libye et le Mali. Or, sur la question de la Libye et sur la question du Mali, l'Algérie se trouve en porte-à-faux vis-à-vis de la Russie. Donc c'est intéressant de voir alors comment l'Algérie a quand même réussi depuis 5 ans, depuis la mort de Bouteflika, à se mettre à dos tout le monde. L'isolement diplomatique de l'Algérie est total. L'Algérie a même commencé à se fâcher avec les Turcs à propos de la Syrie. Quand j'ai fait un communiqué là-dessus sur mon blog L'Afrique réelle, qui est tout à fait intéressant. Donc l'Algérie... Alors qu'ils sont alliés sur la Libye. Oui. Alors, donc l'Algérie demande que un de ses ministres soit reçu par le régime syrien. Le nouveau régime syrien refuse, et pour se venger, l'Algérie va inviter, le Polisario, donc qui marche dans la main de l'Algérie, va inviter une délégation kurde syrienne qui est alliée au PKK. Donc les Turcs sont devenus complètement hystériques, et les Turcs ont fait un communiqué que j'ai publié sur mon blog, insultant pour l'Algérie, en disant on aurait mieux fait de vous laisser et de ne pas s'occuper de vous pendant 3 siècles, etc. Un communiqué insultant. Donc l'Algérie a des problèmes diplomatiques, tout simplement parce que elle n'a pas de tradition diplomatique. C'est là où on voit toute la différence encore avec le Maroc. Le Maroc qui a une vieille diplomatie, qui a des diplomates formés pendant des siècles. Tandis qu'en Algérie, vous avez des apparatchiks qui sont des profiteurs du régime, des gens qui n'ont pas de tradition. Ce ne sont pas des élites traditionnelles, ce sont des parvenus. Alors Bernard Lugan, dernière question. Je crois que vous l'avez un peu esquissé. Comment quelques conseils de votre part pour retrouver un climat de sérénité? On sait que vous dites qu'il faut changer de génération en Algérie au niveau des leaders. Vous avez cité d'ailleurs une citation dans votre livre de Mohamed Harbi qui dit en fait vous souhaitez le retour du réel pour que l'histoire cesse d'être enfin l'enfer et le paradis des Algériens. Comment parvenir à ça? Ah ben c'est une phrase magnifique, je l'ai mise en avant dans mon livre. C'est une phrase qui résume tout. L'histoire est l'enfer des Algériens, pourquoi? Parce que si les Algériens regardent la vraie histoire, ils constatent que l'Algérie n'a jamais existé. Et comme ils ont ce complexe existentiel, ils s'inventent un paradis, c'est-à-dire ils inventent une fausse histoire valorisante. Donc c'est la schizophrénie complète. Ils sont pris, je parle du système et des élites algériennes, pris entre une réalité qu'ils refusent d'admettre, car s'ils l'admettent, ils constatent qu'ils sont nés en 62 d'une création française,
Et comme il refuse de l'admettre, il se crée une fausse histoire totalement artificielle à laquelle personne ne croit, mais qu'il s'efforce de croire, mais que la France doit croire, et la France est sommée de le croire à travers des historiens qui se sont fait les avocats de cette fausse histoire, ou cette histoire fabriquée, des gens comme Benjamin Stora, par exemple, qui ont toujours été à la pointe de l'histoire du FLN. Par exemple, quand Benjamin Stora dit, et là c'est aberrant pour un historien, Walem Sansal parle de la partie ouest de l'Algérie, qui en fait était la partie est du Maroc. Il fait une provocation vis-à-vis d'Algériens. Ben, c'est une folie, parce que tout le monde sait que toute cette partie de l'Algérie était marocaine. Colomb-Béchar, Tindouf, le Gourara, le Tidikel, la Saoura, tout cela était marocain jusqu'aux années 1890. C'est la France qui a détaché toutes ces régions pour les rattacher à l'Algérie. Alors comment un historien comme Benjamin Stora peut-il ignorer cette réalité? C'est comme si on disait que l'Alsace et la Lorraine n'ont jamais été détachées de la France. Enfin, c'est absolument aberrant. Alors, dernière question, vous l'avez évoqué, l'affaire Boualem Sansal, qui est qui vient se rajouter justement à la multitude de griefs, ou en tout cas de conflits entre l'Algérie et la France ces derniers temps. Comment vous jugez d'abord l'attitude du gouvernement en France? Je vous épargne une réflexion sur ce que fait la France insoumise ou les gens qui invisibilisent Boualem Sansal, mais le gouvernement français sur ce cas précis, il y a quand même matière à dire. Il y a quelqu'un qui incarne quelque chose. Pourquoi cette inaction? Moi, je suis un historien. Je suis pas un politique. Je suis pas un politicien. Mais je connais les atouts des uns et des autres. Je connais les atouts dont dispose la France. On les connaît. Ne faisons pas le concours Lépine des rétorsions possibles. Mais même sans mettre en avant des mesures de rétorsion, une simple attitude virile de la part du président de la République, une attitude virile et ferme vis-à-vis de l'Algérie, changerait tout. Changerait absolument tout. Et c'est pas la peine de menacer, c'était pas la peine simplement de dire les choses. Une déclaration du président de la République disant que ce n'est pas concevable, ce n'est pas admissible pour la France, sans rentrer dans les détails. Ça changerait beaucoup de choses. Mais vous savez, dans ces pays, en Algérie, on respecte les gens qui se tiennent, on respecte les gens qui ont une parole, et on respecte les gens qui ont une colonne vertébrale. Les limandes et les lapins de coursive de sous-préfecture, qui sont nos ministres actuels, à l'exception de monsieur Retailleau, ne sont pas pris pour des gens sérieux en Algérie. Merci beaucoup Bernard Lugan. Et si je peux me permettre de parler également de mon blog, l'Afrique réelle, oui, également, avec les communiqués que je donne toutes les semaines et un numéro tous les mois, l'Afrique réelle, sur lequel le prochain numéro, un des prochains numéros va être consacré entièrement justement à cette question des rapports historiques entre la France et l'Algérie. Alors on les conseille vos blogs parce qu'ils sont très suivis, je le sais moi, par des militaires. Ce qui est toujours très intéressant, c'est on me parle toujours de Bernard Lugan, mais vous n'enseignez plus à l'école de guerre, vous n'enseignez plus à Saint-Cyr, et on va dire c'est bien dommage, non? Ah ben écoutez, le gouvernement socialiste de l'époque m'a retiré mes enseignements à l'IHEDN, à l'école de guerre, au CHEM. Et à Coët, tout simplement parce que à l'époque j'avais une vision sur les opérations au Sahel où je disais ce qui se passait au Sahel et j'indiquais quelques erreurs qu'il ne fallait pas commettre et je ne crois pas m'être beaucoup trompé. J'avais annoncé avec 15 jours d'avance le coup d'État au Niger. J'avais annoncé pas mal de choses et on a toujours refusé d'écouter, sauf les militaires, bien sûr. Sauf les militaires. C'est ça, ce qui est intéressant, c'est que c'est, voilà, quand on est... Mais les hommes de terrain. Voilà. C'est-à-dire que les hommes de terrain, eux, voyaient que les analyses étaient justes. Quand vous pensez, je raconte toujours cette histoire qui est tout à fait extraordinaire. On me retire mes cours à Saint-Cyr, Coët-Quidan, où nous formions les chefs de section qui allaient partir dans l'année suivante dans le Sahel, au Mali. Et j'ai été remplacé par une jeune femme qui ne connaissait rien, pas grand-chose à l'Afrique, et qui commence son premier cours en disant, surtout, oubliez ce que Bernard Lugan a dit sur l'Afrique, car en Afrique, les questions ne sont pas ethniques, elles sont sociales. Bon,
bah, repos pouvait fumer, comme on dit dans l'armée. Oui, bien sûr. Après ça, il n'y a plus rien à dire. Ce sera le mot Mais de la fin, le débat. voilà qui fait la doxa française. Voilà qui dirige la France. Voilà qui tient les grandes écoles, la presse, le monde des médias, le monde des arts, etc. Comme dit souvent un journaliste de Canal+, il faut changer le logiciel. ما عندي ما نزيد على هادشي اللي قال هاد السيد هذا. هادشي اللي عطا الله خص غير هادوك المبردعين يعرفوه، واخا هما عارفينه ولكن ما بغاوش يعرفوه، لا كاع يعرفوا ليهم. المهم حنا التاريخ ديالنا الحمد لله راه عريق ومعروف، وبلا ما نبقاو نزيدوا عليه. السلام عليكم.